On va commencer avec notre première invitée. Il s'agit de Rossana De Angelis, que tout le monde connaît pour diverses raisons, mais aussi parce qu'elle est notre plus fidèle participante et animatrice de ce séminaire. Alors, Rossana est maître de conférences en sciences du langage à l'Université Paris-Est Créteil. Elle est membre d'un laboratoire important, le Centre d'études de discours, images, textes, écrits, communication, le CEDITEC, et ses recherches portent sur la relation entre les écrits, les supports, les formats et les pratiques de l'écriture et de l'édition traditionnelle et numérique. Ses champs de recherche sont l'histoire et l'épistémologie des sciences, du langage, notamment de la sémiotique et de la linguistique de l'écrit. Comme le montre une publication prestigieuse, c'est l'entrée Textuality rédigée pour l'Oxford Research Encyclopedia of Literature en 2020. Elle a dirigé plusieurs numéros thématiques de revues, par exemple Linguistique de l'écrit, la revue Linguistique de l'écrit. C'était un numéro qui portait sur les propriétés matérielles des supports d'écriture à travers l'analyse des différents types d'objets écrits. Et elle a aussi publié un numéro de communication et langage. Maintenant, ce sera un numéro de Punctum sur les intelligences artificielles. Je peux aussi citer Les écritures confinées, un autre ouvrage collectif de 2022, qui offre à la fois un panorama et une réflexion sur les écrits produits lors du confinement de la COVID-19. Elle est aussi l'auteur d'une importante monographie en italien che si intitula Il testo conteso, semiotiche e ermeneutiche nella seconda metà del Novecento, qui a été publié en 2014. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, Rossana. Je te donne la parole. Tu peux faire ce que tu veux avec mon ordinateur. Wow, c'est chouette. Je crois qu'on peut rester tous les deux dans le champ. Je crois qu'on m'entend bien. Sens-toi libre de... Vous m'entendez, j'espère? Oui, j'entends. Donc, merci beaucoup. Merci Maria Giulia, merci Juan. C'est toujours intimidant d'être de ce côté de la table. Je préfère quand je suis assise de l'autre côté à prendre mes notes et à réfléchir avec vous. Donc aujourd'hui, comme le titre de mon intervention, disons le fait envisagé, je voudrais analyser avec vous un chemin que j'ai fait autour donc de l'idée de stéréotype, de la notion de stéréotype, en écrivant avec les IA. On a déjà travaillé sur les IA génératives d'images. Là, il s'agit d'interroger les IA génératives rédactionnelles par rapport disons, aux dynamiques de génération des textes. Pourquoi une grammaire des stéréotypes? C'est pas l'idée. Ok. C'est pas l'idée de d'écrire ou de catégoriser les stéréotypes. C'est l'idée de donner des paliers sur comment retrouver ou bien intercepter les stéréotypes au sein de l'interaction en machine avec une IA générative rédactionnelle. Donc je fais ça. Très bien. Je voudrais commencer par rappeler l'idée de stéréotype comme automatisme linguistique. Si on prend l'étymologie du terme stéréotype, elle remonte, en fait, le stéréotype remonte au XVIIIe siècle et il fait référence à un objet que vous avez ici, ça c'est un cliché typographique du XIXe siècle. Donc, c'est un terme qui est composé à la fois d'un mot grec stéréos qui veut dire solide et d'un autre mot tupos qui veut dire empreinte en creux ou en relief. Donc, il y a cette idée d'empreinte. On sait bien que dans les IA génératifs, ce qu'on enregistre, l'idée d'enregistrement est très importante. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler cette origine du stéréotype. Et donc, il désigne en tout début un procédé typographique qui consiste à convertir en planche solide d'un seul bloc
des pages qui étaient préalablement composées de caractères mobiles. Donc, d'une pluralité d'éléments, on en fait un élément unique, mais articulé, donc avec une configuration. C'est cette idée-là que je voulais rappeler en rappelant le fait que l'utilisation du stéréotype permettait donc rentrer dans un processus de mécanisation de l'écrit, permettait des impressions rapides, des opérations abordables, mais parfois aussi moins précises, parce que il y a cette idée de répétition, et donc le stéréotype finit par désigner quelque chose qui est figé, qui est rigide et qui se répète. Donc l'idée de stéréotype, voilà, l'idée de stéréotype remonte, donc je ne vais pas lire la citation, mais c'est pour vous donner juste une référence étymologique, remonte alors au processus de mécanisation de l'écrit, à l'imprimerie, à la presse. Ensuite, elle migre, comme toute notion qui est forte, elle migre dans différents domaines des sciences humaines, d'abord dans la psychiatrie, ensuite en anthropologie, mais aussi en linguistique, en stylistique, en sémiotique. C'est-à-dire qu'elle finit par identifier quelque chose de figé, quelque chose de stable. Donc l'idée de stabilité, de régularité sont donc associées au stéréotype. Et enfin, revient très fortement dans le processus d'automatisation de l'écrit. Donc, c'est une notion qui intervient dans le processus de mécanisation de l'écrit et maintenant dans le processus d'automatisation de l'écrit. Donc, on pourrait dire à deux époques charnières par rapport au processus d'écriture et donc à la relation entre écriture et technologie. L'idée de stéréotype, comme je vous disais, émerge notamment en relation aux études sur l'opinion publique. Nous avons plusieurs notions plusieurs définitions qui le rappellent. Donc, l'idée de stéréotype comme croyance partagée, l'idée de stéréotype comme cliché, l'idée de stéréotype comme façon de penser, donc idée reçue. Il veut revenir sur ça. Et il finit par identifier quelque chose de stable. Il implique donc une stabilité et une régularité, à la fois en langue et en discours. On va y revenir. Le stéréotype, en effet, on peut l'aborder d'abord, disons, du point de vue, ce qui nous concerne dans la relation, dans l'interaction, dans le cadre de l'interaction en machine avec des IA génératives rédactionnelles, on peut l'aborder tout d'abord comme un objet d'ordre linguistique. On parle alors, par exemple, d'expressions stéréotypées. Il s'agit de suites de morphèmes qui sont liés par des contraintes syntaxiques, donc des contraintes d'ordre. On parle donc de syntagme figé, on parle de locution, ou bien de contraintes sémantiques. On pense par exemple aux proverbes sur lesquels il n'est pas là aujourd'hui, mais Yves-Marie Visetti a travaillé beaucoup pour dégager une notion qu'on va réutiliser tout à l'heure, la notion de motif. Je cite un ouvrage qui fait référence dans ce domaine d'études et sur lequel je vais m'appuyer à plusieurs reprises, l'ouvrage de Ruta Moussi sur stéréotypes et clichés. Vous l'avez cité dans l'extrait. Qui dit l'élocution répondent donc à des contraintes de figement à la fois syntaxique et sémantique. Et il propose bien sûr des exemples, les noms composés, table ronde ou clé anglaise, les déterminants du nom, avoir une fin de loup, l'élocution adverbiale, prendre un verbe, adjectival, adverbial, etc. Donc, cette idée, disons, l'idée, c'est de suivre cette idée de locution, donc c'est-à-dire de cette idée de figement syntaxique et sémantique. Donc, tout groupe d'éléments qui ne peuvent pas s'actualiser individuellement, mais comme c'était le cas pour les caractères mobiles, deviennent une forme complexe, une configuration, et donc de voir qu'est-ce qui se passe à ce figement et comment, ce figement se reproduit au sein de l'interaction en machine et en particulier avec les IA génératives rédactionnelles. Le stéréotype peut être donc plus précisément dans notre cas, on va le considérer comme un objet d'ordre sémantique car il permet d'organiser
la connaissance d'individus, actions, contexte. Il propose donc, il constitue ou il remplace une petite connaissance du monde dans ce sens que nous verrons l'apparaître. Je reprends encore une fois, et donc je vous invite à étudier cette ouvrage parce qu'il est hyper riche et vraiment une pierre miliaire dans cette étude. Les mots de Ruth Amossi, elle dit le stéréotype est une idée conventionnelle associée à un mot dans une culture donnée. Par exemple, pour le tigre, le tigre, c'est un des exemples qui avait été proposé par Putnam, par exemple, pour parler des stéréotypes. Les rayures, donc pour le tigre, les rayures, pour le citron, l'acidité et un type de peau épaisse de couleur jaune, pour l'eau, sans couleur, transparence, sans goût, qui étanche la soif, etc. Le stéréotype, c'est ce qui nous intéresse, le stéréotype est donc une partie de la signification qui répond à l'opinion courante associée à un mot. Donc, c'est cette association entre un mot, et vous verrez dans quel sens, entre un mot et les valeurs portées par le mot à travers ce que on appelle justement des marqueurs syntaxiques et des marqueurs sémantiques, qui va être notre guide, notre fil rouge dans l'interaction avec l'IA générative rédactionnelle. Une autre chose, il faut rappeler, disons, avant de rentrer dans les exemples, tout en gardant leur stabilité et régularité, les stéréotypes restent quand même évolutifs. Dans une culture donnée, à une époque donnée, les stéréotypes peuvent évoluer avec les croyances. Là, on voyait une boule de feu dans le soleil, on voit autre chose maintenant. La théorie des stéréotypes s'intéresse alors à l'organisation sociale de la communication. Je reprends donc ce que Gerhardt disait. La théorie du stéréotype est une hypothèse sur la distribution de la connaissance linguistique dans une communauté linguistique. Et c'est cette idée de distribution qu'on va retrouver tout de suite. Ce que nous allons voir à travers les exemples que je vous propose de regarder ensemble est une conception de stéréotype comme faisceau de traits sémantiques reçus attachés à une unité lexicale qui traîne le parcours et donc la reproposition des stéréotypes. L'entrée lexicale permet, je le dis très rapidement, mais on va le voir dans les détails. L'entrée lexicale permet donc de identifier et de saisir des valeurs sémantiques qui deviennent comme des fils rouges dans la construction des différents paliers textuels et donc ils vont intervenir au sein du processus qu'en sémiotique on a toujours appelé le processus de textualisation. C'est donc sur les valeurs sémantiques que disons qu'on va s'attarder quelques instants. Ils sont porteurs de stéréotypes, mais aussi facteurs de stéréotypie, et qui permettent d'expliquer le rôle du stéréotype au passage de l'automatisme linguistique à l'automatisation linguistique dans le cadre de l'interaction avec les IA génératives rédactionnelles. Mais comment, la question qui se pose, mais comment ce passage se réalise, ce passage de l'automatisme à l'automatisation se met en place. Mais et c'est la voie que j'ai suivie, ce qui permet de l'usage, disons, qui permet et qui guide l'usage des mots est une notion très simple et complexe aussi en même temps, qui est l'idée de valeur qui a été introduite en linguistique générale par Saussure, qui a été reprise à plusieurs reprises et qui donc est à la base de la linguistique générale. Plus précisément, la valeur d'un mot est toujours une valeur différentielle. C'est-à-dire qu'en sein d'une langue, le mot chien se différencie du mot chat, comme le mot bleu du mot vert, et ils veulent dire exactement ce qu'ils veulent dire justement en raison de cette différence. C'est un principe fondamental qu'on retrouve aussi dans la
relation qui se met en place entre les mots en tant qu'occurrence, en tant que tokens, au sein de ce qu'on appelle les espaces latents. Pour définir brièvement les espaces latents et rappeler assez rapidement leur fonctionnement, je cite l'introduction au dernier numéro de Signata d'Armenio, Rosso et Voto, qui disent les espaces latents désignent des spatialités multidimensionnelles, abstraites et fondamentalement imperceptibles, où les données sont vectorisées, c'est-à-dire transformées en vecteurs, compressées et encodées par des méthodes mathématiques et statistiques. Ces espaces fonctionnent comme des cadres probabilistes incorporant une dimension aléatoire, intrinsèque, qui permet une grande variabilité et diversité dans les productions génératives. On va revenir sur cette idée d'aléatoire vers la fin de cette intervention. Or, pourquoi il nous intéresse si fortement cette idée de valeur? Parce que cette valeur se définit toujours par rapport à un contexte. Un contexte qui est délimité, dans un cas comme dans l'autre, dans l'usage que les humains font des éléments linguistiques, comme dans l'usage que les IA font des éléments encodés, est déterminé par l'usage d'autres mots co-occurrents dans un texte, ce on peut appeler un contexte sémantique, c'est-à-dire ce qu'on peut dire avec les mots, mais aussi par la pratique au sein de laquelle le texte est intégré, ce qu'on peut appeler un contexte pragmatique. Toutefois, si on prend, disons, les théories, disons, les théories des espaces latents, dans les espaces latents, on voit, comme le dit Bashimon dans le dernier numéro de Signata, on voit que le contexte d'interprétation du discours qui est propre aux humains est toujours plus grand. Il est ouvert par rapport au contexte de manipulation du calcul qui est propre aux machines, qui est par contre fermé. Comment donc une machine peut-elle extraire la valeur de ces mots et comment finalement la valeur sémantique des mots, la valeur pragmatique peuvent se retrouver, et dans quelle proportion, dans quelle articulation, peuvent se retrouver dans les restitutions, dans les reproductions que les machines nous proposent au sein de l'interaction. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de tester donc, cette idée de stéréotype par rapport au fonctionnement des IA génératives rédactionnelles et donc par rapport à ce qui se passe dans ce qu'on a rappelé être les espaces latents, c'est-à-dire ces espaces de travail, hein, si on veut vulgariser, qui caractérisent les IA générationnelles. Le concept de stéréotype émerge dans les interactions, dans l'interaction en machine, dans ce cas-là, notamment sous la forme des lieux communs, des idées reçues, des clichés. Mais attention, on va voir les différences et les différents, disons, degrés de présence. Tous ces éléments, je cite donc Durand, tous ces éléments peuvent être qualifiés de doxiques, en tant qu'ils cristallisent un ensemble de croyances partagées dans un état de société donné, autrement dit dans une doxa. On va y revenir à la fin de notre exposé sur cette idée, que l'on peut définir comme donc l'ensemble des faits d'expression ou de pensée qui, dans la parole individuelle, témoignent d'une soumission à l'opinion dominante ou, à tout le moins, de la socialité dont cette parole individuelle est imprégnée, serait-ce même à l'insu du locuteur. Et c'est exactement ça que disons, les expériences que les expériences que je vais vous proposer montrent. Donc, les lieux communs, c'est une notion très ancienne qui remonte à Aristote, donc vous la connaissez bien, et nous permettent de nous rappeler les idées et les éléments qu'on adopte en tant que tels et sur lesquels on s'appuie pour partager à la fois des connaissances, mais aussi pour fonder notre communication.
Les lieux communs sont envisagés comme des espaces de langage qui sont fabriqués donc par le langage, mais aussi faits de langage, au sein desquels les interprètes se retrouvent ensemble, tout en suivant les parcours génératifs, si on prend la perspective générative, ou bien les parcours interprétatifs, si on prend la perspective interprétative d'un texte intégré dans un discours à travers un processus de textualisation. Les lieux communs représentent donc des médiations symboliques au sein d'un discours. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Comment les lieux communs s'affichent à l'intérieur, au sein de l'interaction avec une IA générative? J'ai choisi de travailler avec ChatGPT parce que c'est, disons, l'IA générative rédactionnelle qu'on utilise le plus courant. Poser à ChatGPT une question, j'ai demandé, raconte-moi une histoire brève d'une famille au matin tôt. Qu'est-ce que le ChatGPT me dit? Je vais les lire assez rapidement. À 5 heures du matin, la maison dormait encore, mais déjà la cafetière ronronnait dans la cuisine. Le père, les yeux à moitié ouverts, essayait de tartiner les croissants sans les écraser. Dans le salon, la lumière douce de l'aube dessinait les ombres longues sur le tapis. La mère descendit l'escalier en traînant les pieds, enveloppée dans un grand pull. On dirait que quelqu'un a encore perdu la bataille contre le réveil, dit-elle en déposant un baiser sur la joue de son mari. À l'étage, un froissement annonça l'arrivée du premier enfant. Ébouriffé, encore chaud de sommeil, il arriva avec son doudou sous le bras. C'est déjà le matin, grogna-t-il. Techniquement, oui, répondit son père en riant. Quelques minutes plus tard, la petite sœur déboula en courant, chaussée de pantoufles trop grandes. Elle sauta sur une chaise et déclara « Moi, je suis prête pour l'aventure ». La mère leva les yeux vers la fenêtre, le soleil pointant timidement comme s'il hésitait à commencer la journée, alors que l'aventure commence, dit-elle. Et ils mangèrent ensemble dans le calme feutré de l'aube, entre croissants tièdes, bâillements et rires endormis. Et pour un instant, le monde sembla tourner un peu plus lentement, juste assez pour savourer le début d'un nouveau jour. Alors, je l'ai dit, non, j'ai pas sorcier. Le récit reprend statistiquement, selon cette idée de distribution de valeurs sémantiques, des lieux communs qui sont associés effectivement à des motifs, on va y revenir, c'est-à-dire la reproduction de valeurs sémantiques qui permettent de construire à l'intérieur d'un récit des isotopies, mais aussi des stéréotypes lexicaux, des stéréotypes portés par des termes. Donc, on va y revenir, hein, le terme père, mère, enfant, famille, etc. Mais aussi des stéréotypes narratifs. Pensez par exemple au scénario reproduit, celui de la vie familiale, mais aussi sur les activités au réveil matinal ou bien dans une cuisine. Donc, quels sont les stéréotypes les plus marquants? La famille, l'idée de famille qui est composée typiquement de père, mère, plus deux enfants et possiblement de sexes différents. Le parent fatigué, il y en a toujours un qui est fatigué, qui assure la routine matinale. La mère fatiguée, mais toujours en douceur, agissant avec tendresse. L'enfant et le doudou, association typique en fait de la culture française, dormi, adorablement grognon. Le deuxième enfant, toujours plus énergique, etc. Donc, l'idée de différence, vous voyez, c'est une différence très importante. Mais aussi l'idée de la reproduction d'une scène, le petit déjeuner familial comme moment d'unité, de cohésion familiale, de tendresse, de gestion, etc. Je ne rentre pas dans les questions trop théoriques parce que, et vous verrez, je reste à un niveau d'analyse assez superficiel parce qu'il faudrait analyser les SEM, les SEMEM, les reprises, etc. Mais je ne rentre pas à ce niveau de détail parce que sinon l'idée de parcours ne sera plus là. Il faudrait aussi analyser, par exemple, l'idée de scène, scénographie, si on reprend les idées de Manguenon, etc. Ouais, énormément de choses à dire. Dernier stéréotype, la lumière, l'aube, le nouveau jour, etc. On a cette idée de lieu commun, on en a plein. Selon Filleul, selon Filleul,
En effet, je cite, l'emploi du lieu commun renvoie non seulement à une mise en commun d'un savoir déjà là, mais aussi à une sorte d'effet d'objectivité, puisque convoquer en lieu commun, c'est aussi convoquer l'énonciation présupposée, cette idée d'impersonnel qu'on retrouve dans un écrit d'Annie Bertrand, par exemple, qui n'est pas là, mais qui a repris aussi l'idée de énonciation impersonnelle de Greimas, c'est-à-dire le fait que l'individu parle toujours à travers une couche de énonciation collective qui sédimente dans la langue et qui revient dans le discours justement à travers les lieux communs. Euh, Cet effet d'objectivité se traduit dans le fonctionnement des IA génératives rédactionnelles comme ChatGPT dans l'échange que vous avez vu par un effet de régularité statistique de co-présence des occurrences dans un même lieu, et dans ce cas-ci, dans un lieu vectoriel, donc au moment de la saisie, et qui permet de reproduire ces configurations dans un autre lieu, un lieu textuel, au moment de la reproduction. Si nous pensons à l'idée de stéréotype mobilisé par Barthes, Barthes plaçait au centre de la réflexion sur le stéréotype la question de son énonciation, mais aussi de sa réénonciation dans la praxis énonciative. Le stéréotype n'arrête pas d'être réénoncé. Le lieu commun permet donc de consolider la compétence sémantique des locuteurs, à la fois des humains comme des machines, en garantissant une certaine stabilité du sens qui emprunte des directions interprétatives bien précises, et ces directions sont notamment données par les termes utilisés et les termes introduits dans ce qu'on appelle les invites, les prompts, les demandes, etc. C'est donc en lieu de coopération, le lieu commun devient une sorte de lieu de coopération énonciative entre l'homme et la machine. La différence est que les IA génératives rédactionnelles, dans ce cas-là, traitent les lieux communs rhétoriques comme des lieux communs physiques, parce qu'il s'agit de repérer dans des mêmes lieux vectoriels. Alors, le stéréotype identifie donc, comme on l'a dit, quelque chose de stable, quelque chose de récurrent, quelque chose qui permet de construire une stratégie énonciative au sein de la production et de l'interprétation des textes. Ces stratégies énonciatives sont portées notamment par ce qu'on appelle les motifs. Et je reprends cette notion notamment à la proposition de Visetti et Cadio, 2001 d'abord et 2006 après, notamment sur l'ouvrage sur les proverbes. Les motifs, disent les auteurs, principe de facture morphémique engagés dans la formation des unités lexicales et grammaticales apparaissent comme des germes de signification chaotique et instable. Mais à suivre. C'est-à-dire que les espaces latents organisent les motifs linguistiques, parce qu'on est dans le cas d'une interaction avec une IA générative rédactionnelle, comme des parcours qui suivent une proximité relationnelle. Ce qui est proche dans la city sera nécessairement proche dans la reproduction. Gian Maria Torre et Yves-Marie Visetti, dans un article de 2023, appliquent cette cette notion de motif à l'analyse de l'interaction avec les IA génératives d'images, pardon. Donc, il l'applique à la peinture et envisage la notion de motif prise entre le genre du discours et la pratique de l'interprétation comme des directions de navigation à la fois discursives et numériques. Et je pense que on peut reprendre exactement cette idée dans le cadre de l'interaction avec ChatGPT. Les configurations sémantiques se présentent et donc sont présentes dans les espaces latents sous la modalité de configuration topologique. Les espaces latents se révèlent comme des topographies des relations sémantiques dont les nœuds seraient donc les occurrences selon des schémas associatifs et analogiques. Je cite Levaux-Vallier dans son dernier article dans Signata. Les objets similaires en viennent à être regroupés dans des régions de cet espace multidimensionnel.
C'est donc, il fait l'exemple de la notion de chat qui trouve une définition géométrique. C'est une zone de l'espace multidimensionnel des caractéristiques discriminantes identifiées pendant l'entraînement, une région de l'espace latent. Donc, cette idée de région s'applique, comme vous le verrez bien, aussi, peut-être en pointé, pour expliquer l'exemple suivant de interaction avec ChatGPT. Alors, j'ai donc suivi la piste suivante. Si les valeurs sémantiques sont convoquées par l'usage d'un terme précis, qu'est-ce qui se passe si nous avons vu que l'idée de la maman douce, attendrissante était déjà dans le premier récit? Qu'est-ce qui se passe si je demande à ChatGPT de suivre la piste des valeurs sémantiques ouvertes, disons ouvertes par le terme maman ou par le terme mère? Alors, je dis à ChatGPT, décris-moi une maman. Une maman, c'est souvent, alors, parce que voilà. Une maman, c'est souvent une présence douce et rassurante. Vous voyez cet motif-là, M1, M2, j'ai identifié, j'ai mis en exergue seulement 2 motifs parmi d'autres, mais cette idée de présence douce et rassurante qui revient. Quelqu'un qui veille, qui protège et qui accompagne, elle est celle qui console quand tout paraît difficile, qui encourage quand il faut oser et qui célèbre chaque progrès, même les plus petits. Une maman peut être tendre ou ferme, patiente ou vive, mais elle agit presque toujours avec un immense amour, parfois silencieux, parfois débordant. Elle devient un repère, un refuge, une force tranquille qui aide à garantir à se sentir en sécurité dans le monde, qu'elle exprime son affection par des gestes, des mots, ou simplement par sa présence. Une maman marque profondément la vie de ceux qu'elle aime. Alors, si on va regarder un peu les motifs communs entre le premier récit et que je répète, disons, je précise, je les ai faits à des moments différents, à des temps différents, etc. Donc, il n'y a pas je veux dire, une proximité temporelle, hein, chronologique entre les différents invites. Voilà. Donc, si on va voir, on retrouve 2 motifs parmi d'autres qui suivent, celui de la présence douce, rassurante, bienveillante, etc., et celui de l'accompagnement, la présence qui accompagne, encourage, suit, marque profondément la vie de ceux qui est. Ce récit est donc guidé par l'introduction d'un terme qui est celui de maman, qui est un terme fortement connoté et qui donc sélectionne certaines valeurs sémantiques. Qu'est-ce qui se passe si on propose à ChatGPT un terme moins connoté, par exemple celui de mère? Donc l'idée, c'est décris-moi une mère. Donc, si on lit, on va voir ce que ChatGPT propose. Une mère, donc, premier exemple, une mère est souvent une figure essentielle, un mélange de force et de tendresse. Elle peut être celle qui accueille, qui écoute, qui rassure, mais aussi celle qui montre le chemin, qui encourage à dépasser et qui aide à affronter les défis. Une mère porte une attention particulière aux besoins de ceux qu'elle aime. Elle observe, comprend, soutient, parfois même avant qu'on formule une demande. Elle peut être douce ou exigeante, discrète ou très présente. Mais son intention profonde est presque toujours de protéger, de faire grandir. Au-delà des gestes du quotidien, une mère transmet des valeurs, offre un sentiment de sécurité et crée un espace où l'on peut être soi-même, qu'elle soit proche ou lointaine, expressive ou réservée. Elle laisse une empreinte durable dans le cœur de ceux qui l'accompagnent. Bon, vous allez, pardon, je vais un peu vite, mais pour arriver au bout de mon raisonnement, vous avez repéré les 2 motifs qu'on a mis en exergue, l'idée de la présence douce, rassurante, bienveillante, etc., et l'idée d'accompagnement qui sont présents, même si, quand on va voir, alors j'ai un autre exemple une autre demande à un autre moment de description de mère, et vous voyez, je ne vais pas le lire parce que sinon je passe trop de temps sur les exemples, mais vous verrez que les 2 motifs reviennent exactement de la même manière: présence douce, rassurante et accompagnement pour les résumés. Mais quand on va voir la définition de mère dans, par exemple, le dictionnaire de la langue française qui est en ligne, on va voir que la mère
est représentée comme une femme qui a mis au monde, élève ou élevé un ou plusieurs enfants, mais dans les occurrences, il apparaît aussi l'occurrence de mère indigne ou bien l'occurrence, donc une forme de tristesse qui est les larmes du mère, qui est associée à l'idée de mère, au terme mère, qui n'apparaît pas du tout dans l'ensemble des valeurs sémantiques qui sont convoquées et donc qui n'apparaît pas du tout par les motifs qui vont prévaloir dans dans les résultats proposés par ChatGPT. Le fonctionnement des IA génératives rédactionnelles s'appuie donc sur la saisie de configurations régulières de valeurs vectorielles dans la distribution des données à calculer, qui révèlent donc des configurations régulières de valeurs sémantiques dans la distribution des signes interprétés. Puisqu'il s'agit de regarder des distributions, ce sont donc les configurations de valeurs sémantiques les plus répandues et les plus fréquentes dans les différents récits qui reviennent donc dans l'interaction avec ChatGPT. Bien, je vais assez rapidement. L'idée de stéréotypes comme des configurations de valeurs sémantiques s'appuie notamment sur l'idée de forme sémantique qui était proposée par Astier, après remobilisée par Cadieux et Visetti à 2 reprises, et celle qui est régulièrement et celle qui nous permet de voir, par exemple, les clichés comme des configurations de valeurs sémantiques qui font bloc. Donc, cette idée de faire bloc qui est au début de l'idée même de stéréotype. Données par avance, je cite la définition de Quéré, qui est quelque part ici. Non. Bon. Données par avance, le cliché en un sens n'apprend rien ni sur lui ni sur autre chose. Il représente en même temps un bel exemple de paradoxe communicationnel puisque proche d'une information zéro, il peut donner lieu à une communication optimale. Donc, le stéréotype, le lieu commun, les clichés nous permettent donc nous placent au centre d'un paradoxe communicationnel où on minimise l'information mais on maximise la communication. Et ça, petit astérisque, je vais y revenir à la fin de mon exposé. Le cliché se fonde donc sur la répétition. Le ray de la répétition introduit des modalités ontologiques complexes. Il ne s'agit pas seulement de prendre en considération le phénomène de la répétition envisagé comme reprise du même, mais aussi celui de la reproduction, qui suppose la possibilité de la variation à plusieurs niveaux de pertinence, en termes sémiotiques, au niveau de l'expression, du contenu ou même de la relation. Filiol distingue par exemple entre, d'un côté, le parler par cliché, qui correspond à des figements sur le plan de l'expression, ou parler par genre, qui correspond par exemple à des figements, à des reprises de forme par rapport au genre de discours de référence. Les motifs reproduisent donc à grande échelle et à longueur de temps des configurations régulières que nous pouvons retrouver sous forme de clichés linguistiques et culturels dans les récits. Ces clichés sont construits donc à travers des parcours interprétatifs sélectionnés par les mots qu'on introduit dans la barre d'interaction. Maman, mère, vous avez vu, ça fait la différence, mais pas trop. Voici un exemple de récit qui, disons, puisque j'ai essayé, pardon, j'avais sauté une diapo. J'ai donc poursuivi donc l'exploration et j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un récit ayant comme protagoniste une mère. Voici ce que ChatGPT me propose. Chaque matin, Lina réveillait sa fille avant l'école, mais ce jour-là, la petite resta blottie sous la couette, les yeux brillants de tristesse. Maman, vous voyez ici que mère appelle maman, on n'est plus seulement dans un récit d'une mère, mais dans un récit d'une mère en tant que maman.
Et si jamais j'y arrive pas aujourd'hui, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lina s'agenouilla près du lit. Elle déposa une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille et répondit doucement, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'essayer et moi je serai là, quoi qu'il arrive. Et voilà le motif de l'accompagnement qui revient. Quelques heures plus tard, cachée derrière la grille de l'école, Lina vit sa fille s'élancer sur la scène pour lire son poème devant la classe. Sa voix tremblait, mais elle continua jusqu'au bout. Quand leurs regards se croisèrent, la petite afficha un sourire fier. Lina sentit son cœur se serrer d'émotion. Elle venait d'assister à une victoire invisible mais immense. Et ce soir-là, en l'entendant raconter sa journée, elle sut qu'elle venait d'offrir à sa fille l'un des plus beaux cadeaux, la confiance en soi. Donc, nous avons encore une fois la bienveillance, etc. Mais surtout, ce que j'ai mis en avant dans ce récit-là est l'idée de ce motif de l'accompagnement, le fait qu'une mère, là, sélectionnée en tant que maman, accompagne forcément l'enfant qu'elle prend en charge. Les clichés, donc, comme on le voit ici, sont reconnus par des expressions figées circulant dans le discours à certaines époques. Ici, on en a plein, hein, c'est le cœur serré, etc. Mais comme je vous disais, je reste à un niveau très superficiel de l'analyse pour faire un parcours un peu plus large aussi parce que l'heure tourne. Les clichés sont historiquement et socialement déterminés, matériellement reconnaissables à travers le processus du figement, culturellement révélateur, en tant que configuration de motifs récurrents. La marque du cliché, de l'expression toute faite, ce n'est pas d'être simple, dit Albala, ordinaire, déjà employé. Il dit, c'est qu'on peut la remplacer par une autre plus simple. Au lieu de répandre des larmes, on peut dire pleurer. Au lieu de prendre l'habitude, on peut dire s'accoutumer. Au lieu de blotti sous la couette, comme on peut dire ici, on peut dire couverte. Au lieu de cœur serré, on peut dire rattristé, etc. Et revenons à notre exemple. À la demande, euh, raconte-moi une histoire brève ayant comme protagoniste une mère. Vous avez vu, à sélectionner les valeurs sémantiques qui ont été sélectionnées à travers la proximité entre mère et maman. Je propose à ChatGPT de me raconter une histoire brève ayant comme protagoniste une non-mère. Une non-mère peut ouvrir le champ de tous les possibles. On est d'accord. Oui. Mais c'est pas ça. Alors, je vous lis la proposition. Élise n'avait pas d'enfant, mais elle avait un rituel. Chaque samedi matin, elle aidait à la petite librairie du quartier simplement parce qu'elle aimait voir les gens trouver leurs livres. Ce jour-là, une adolescente entra, l'air perdu. Elle expliqua qu'elle devait lire un roman pour l'école, mais qu'elle n'aimait pas lire. Élise lui demanda ce qu'elle aimait dans la vie. La musique, répondit la jeune fille sans hésiter. Élise fouilla alors, dans les rayons est sorti un livre usé dont la couverture représentait un violon, et c'est celui-là, pas parce que tu dois lire, mais parce qu'il pourrait te parler. La fille repartit sans grande conviction. Pourtant, une semaine plus tard, elle revint, un sourire timide aux lèvres. Je l'ai terminé et j'aimerais en lire un autre. Élise sentit une chaleur discrète lui traverser la poitrine. Elle n'était la mère de personne. Attention, j'ai demandé effectivement une non-mère. Mais elle savait qu'on pouvait changer une vie simplement en partageant une passion. Mais ce n'est pas parce qu'on a une non-mère que le terme mère ne rappelle pas, ne convoque pas le motif de l'accompagnement. Et ce samedi-là, elle eut l'impression que son geste avait ouvert une porte dans un monde nouveau. Donc, un personnage de non-mère est caractérisé, finit par, disons, être englouti dans le motif de l'accompagnement simplement parce que justement le terme mère va créer des directions, donc des parcours interprétatifs qui vont sélectionner, etc., à la fois en saisie et en reproduction. Bon, on finit par retrouver dans le personnage de la mère cette idée, je vais un peu vite, oui, cette Ok, 10 minutes, je vais raccourcir une partie et je vais au dernier exemple. Cette idée, bon, vous voyez ici que la mère devient quand même une sorte de mère d'appoint parce que il y a la figure de l'adolescente, etc. J'essaie donc de changer encore une fois, de m'éloigner
de ça et je demande alors à ChatGPT, raconte-moi une histoire brève ayant comme protagoniste une nullipare, en sachant que nullipare est le terme technique pour dire femme non mère. Voilà. Donc, les motifs convoqués, j'imagine, peuvent changer partiellement. Mais, alors je vous lis là le récit. Camille, trentenaire, nullipare par choix, donc vous voyez que le terme revient, adorait voyager seule. Ce qui l'attirait le plus, ce n'était pas les monuments ou les voyages, mais les conversations imprévues. Un soir, dans un petit café de Lisbonne, elle partagea une table avec une vieille dame qui tricotait. Vous attendez quelqu'un demanda Camille. Oh non, je profite. On devrait toujours profiter, répondit la dame avec un clin d'œil. Elles parlèrent de liberté, de rêves, de chemins qui bifurquent à un moment. La vieille dame demanda, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Camille hésita, puis sourit. Le besoin de me rappeler que ma vie peut être exactement ce que je veux qu'elle soit. La vieille dame hocha la tête, comme si elle attendait cette réponse. Alors continue. Les mondes appartiennent à ceux qui les inventent. En ressortant du café, Camille sentit une légèreté nouvelle. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle portait en elle des voyages, des idées, des rencontres, autant de vies possibles. Et cette nuit-là, en suivant des ruelles pavées, elle se dit qu'elle était exactement là où elle devait être. Alors, vous avez vu que tout le connecteur, le mais introduit effectivement encore un parcours interprétatif qui montre à travers, disons, la restitution que non seulement la définition de nullipare, bien sûr, se fait par rapport à la définition de mer, mais que la proximité dans cette région, dont je reprends le terme qu'on a vu tout à l'heure, dans cette région des espaces latents où nullipare et mer vivent en proximité, fait qu'on retrouve le motif de la parentalité dans une sorte de parentalité métaphorique. Elle ne porte pas d'enfant, mais elle porte des voyages, elle porte quand même quelque chose. Et cette idée de accompagnement, cette idée de présence, etc. Bien, je passe, je passe vite sur l'idée, oui. Sérénité. Sérénité avant tout. Donc, je passe, disons, je fais un raccourci dans ce passage en disant que nous voyons bien que cette convocation de motifs permet de mieux comprendre ce qu'on peut identifier comme des idées reçues. Et là encore, je renvoie à un ouvrage hyper important de Ruta Mossi, Les idées reçues, sémiologie du stéréotype, que je vous invite à lire comme l'autre que j'ai mentionné tout à l'heure. Je cite juste la définition. Le stéréotype, pardon, le stéréotype est mis en place, je suis de la dernière partie, est donc mis en place à partir d'une véritable activité de déchiffrement qui consiste à retrouver les attributs d'un groupe, d'un objet. Alors là, on est vraiment dans l'objet numérique, dans les tokens, à partir de formulations variées. En d'autres termes, le stéréotype n'existe pas en soi. Il ne constitue ni un objet préalable, ni une entité concrète. Il est une construction de lecture. On retrouve là donc l'idée que le stéréotype, le lieu commun, mais aussi l'idée reçue, et on l'a vu dans les différents attributs qui se dessinent autour des personnages convoqués évoqués dans nos récits, se construit dans une interaction et comme espace de partage et comme stratégie énonciative entre l'humain et l'humain qui utilise la machine et la machine qui répond à l'humain. Je vais terminer sur un élément que je voudrais mettre vraiment disons, en valeur, c'est cette idée de rapport et d'identification dans le fonctionnement du stéréotype à une dynamique de la répétition. Une dynamique de la répétition qui concerne à la fois des éléments linguistiques, la répétition, comme on a vu, de expressions figées du point de vue syntaxique, du point de vue sémantique, etc., ou bien la répétition d'éléments plus précisément sémantiques, des thèmes, des motifs qui construisent des isotopies,
Ou bien, si on va, après, on élargit le regard, on va dans le sémiotique, on peut retrouver aussi la répétition de symboles, de fonctions, de structures, etc. Mais qu'est-ce qu'on entend dans ce cas-là par répétition? Et, attendez, je vais là. Qu'est-ce qu'on entend par répétition et quel genre de répétition concerne donc le fonctionnement et l'interaction entre l'humain et les IA génératives rédactionnelles? Ben, la première et la plus évidente de fonctionnement de cette dynamique de la répétition, c'est la répétition en tant que reproduction du même en tant qu'identique. Cette idée de reproduction est liée, par exemple, à l'identification des termes qui guident les parcours interprétatifs et les sélections, non, de la machine. Et il repose sur une certaine idée, une idée de la modularité, c'est-à-dire une sorte de parcellisation des actions qui caractérise la possibilité de reprendre des éléments et les réutiliser et pas seulement les reprendre dans leur contenu, mais les reprendre dans leur fonctionnement. En gros, je le dis autrement, si on pense aux algorithmes, les algorithmes reposent justement sur un principe de récursivité. La possibilité de répéter exactement les mêmes opérations sur les mêmes objets, voire sur des objets différents, est au fondement de l'automatisation. Ce principe de récursivité n'est pas exclusif des systèmes logiques ou des langues artificielles, comme on veut les appeler, mais aussi au fondement des langues en tant que système, parce que la possibilité de répéter une même opération syntaxique, par exemple de créer un mot nouveau en répliquant les mêmes opérations linguistiques, constitue toute la puissance des langues. Si on pense par exemple au fonctionnement des analogies, l'analogie au principe de néologisme, on le voit chez les enfants, est un élément hyper puissant de production linguistique. Mais il y a un deuxième aspect de la répétition, qui est la répétition en tant que reproduction du même par l'altération, qui permet de valoriser de manière négative ou positive l'objet de la reproduction. Donc, l'altération peut concerner soit plus spécifiquement l'expression, en passant par exemple d'un langage à l'autre, de l'audio à l'écrit, à la performance, soit plus largement le contenu. Pensons à une façon de vulgariser, par exemple, une œuvre ou en termes, dire autrement la même chose. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un effet de réénonciation. Ces changements liés aux reproductions envisagées par rapport aux caractéristiques matérielles des médias, par exemple, peuvent aussi altérer l'interprétation de l'objet, car expression contenu se détermine réciproquement. Donc, c'est un peu moins, disons, ce qu'on voit dans l'interaction avec les IA génératives rédactionnelles. La troisième modalité est la modalité de la répétition, de la répétition comme reproduction du même par rapport à un modèle. Alors, c'est là, par exemple, le fait de reproduire les mêmes sons et les mêmes sens pour pouvoir partager une même langue. C'est ce qui se passe dans les usages. Reprendre un usage, répéter un usage, ça veut pas dire le répéter à l'identique, mais ça veut dire le répéter selon une norme. Donc, toute la notion de norme et les études sur la norme, je renvoie à Causerio, mais pas que. En introduisant le concept de norme, on fait donc une double opération. D'une part, on peut écarter tout ce qui est purement subjectif, individuel, propre à soi et à personne d'autre. Donc, ce qui ne rentre dans le champ de l'énonciation impersonnelle dont on parlait tout à l'heure. Et d'autre part, on identifie le modèle par rapport aux variations reconnues dans la communauté en question. La norme se situe donc à un degré de généralité qui prend en compte des individualités tout en les dépassant. L'idée de norme baigne donc dans cette dynamique de la répétition selon un schéma mobilisé, une forme sémantique, pour reprendre les termes de tout à l'heure, une configuration sémantique, une configuration de valeur. Bref, c'est une répétition qui est inclusive de la variation. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi par rapport aux IA génératives rédactionnelles. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, et je conclus sur ces éléments-là, on l'a dit tout à l'heure, le processus de stéréotypie, on l'a introduit, le processus de stéréotypie est quand même un processus dynamique. Et c'est ça, les répétitions toujours des mêmes mots, exactement des mêmes
figement. Mais c'est une répétition qui admet une certaine variation. Je lis pour voilà. Donc, en ce qui concerne les IA génératives rédactionnelles, je pourrais dire que elles permettent, disons, on peut voir leur fonctionnement par rapport aux stéréotypes selon la première et la deuxième modalité de répétition. La répétition à l'identique, mais aussi la reproduction par rapport à un modèle. Je lis D'Armegno, Rosso et Voto, toujours dans le même, dans l'introduction de Signafa. Des logiques computationnelles complexes y entrelacent aléatoire et contingence dans une structure latente qui rend possible la production de sens. La contingence y désigne le caractère imprévisible, relationnel et contextuel du sens produit dans les interactions entre utilisateurs, modèles computationnels, corpus de données, conditions d'apprentissage. L'aléatoire, en revanche, est introduit intentionnellement dans les systèmes computationnels, notamment dans les modèles de deep learning, afin de générer une diversité des résultats non déterminantes, indépendamment de tout contexte interaction. Donc, la reproduction dépend donc de l'introduction d'une instruction d'exécution, donc l'algorithme, qui introduit à la fin du processus l'aléatoire comme critère de restitution. Voilà donc qu'on est à la fois dans la reproduction lui-même, mais aussi dans la reproduction du modèle qui implique une variation par principe. Cette dimension aléatoire de la reproduction concerne à la fois la production des discours en synchronie, mais aussi le fonctionnement des langues en diachronie. Et je renvoie là à un très bel ouvrage sur l'aléatoire où Visconti, Simone et Lamantia montrent comment l'aléatoire intervient dans la construction des systèmes linguistiques. Il dit, en langue, ceci est témoigné, l'introduction de l'aléatoire est témoignée par le paradoxe de la diachronie et du hasard. La diachronie institue rétrospectivement, après coup, un ordre impératif, une norme, modèle, et irréversible au sein des faits qu'elle place sous la portée de l'accident et du hasard. Donc, c'est je conclus sur ça, c'est dans cette idée que, disons, j'essayais de porter au premier plan à travers les exemples, le processus de textualisation à travers ce que j'appelle des paliers de convocation, c'est-à-dire de convocation de SEM qui migrent d'un palier à l'autre au sein de cette multitude d'espaces latents, qui sont des paliers de complexité croissante, allant de la saisie des traits sémantiques portés par les motifs, qui se présentent premièrement comme des traits sémantiques caractérisant l'usage des termes, selon des stéréotypes lexicaux, deuxièmement comme des faisceaux de traits sémantiques portés par les configurations syntaxiques constituées d'un côté par les expressions figées, on a vu quelques-unes, et de l'autre côté par les configurations sémantiques constituant les clichés et les idées reçues, et troisièmement comme des modèles de faisceaux de traits sémantiques, ou qui sont cassés après par l'aléatoire, qui permettent de construire des stéréotypes narratifs en passant par les lieux communs. Donc, ce processus repose sur une idée de stratification énonciative que j'essaie de développer depuis quelque temps et qui envisage donc la praxis énonciative comme un processus de convocation de formes et de formants allant d'une couche énonciative inférieure profonde jusqu'à une couche énonciative supérieure superficielle selon ce qu'on veut disons, la façon qu'on a de l'imaginer. Je m'arrête ici parce que j'ai déjà débordé de 5 minutes. Merci. Voilà. Merci Rossana, c'était très bien que tu puisses nous montrer ces stéréotypes comme extension, comme continuum, et aussi que tu aies abordé quelques distinctions, pas toutes, mais on peut y revenir pendant la discussion. Entre, par exemple, bien sûr, avec la présentation, oui. Entre, par exemple, oui, lieu commun, motif,
stéréotypes, etc. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Je serai très, très rapide sur toutes et tu répondras à celles que tu voudras. Alors, premièrement, moi, ça m'intéresse, ça c'est plutôt un commentaire, moi, ça m'intéresse grandement cette idée de restriction de la multitude que tu as cité au tout début quand tu as parlé de la solidité de ces et du procédé typographique qui ramène à une multitude. Pour moi, c'est très important parce que je l'ai vu aussi avec tous les tests et toutes les expérimentations faites sur les styles. C'est l'idée toujours de réduire la multitude pour construire, oui, une sélection hyper étroite des caractéristiques qui puis sont distribuées. Et tu as aussi parlé de la distribution. Donc moi, je trouve qu'une des premières opérations intéressantes qui est montrée par les stéréotypes, c'est ces deux opérations qui vont ensemble, restriction et distribution. Alors, ça, c'est un commentaire, mais si tu veux recommander, tu es la bienvenue, évidemment. Deuxième question. Alors, les stéréotypes sont-ils visibles ou sont-ils invisibles? Parce que, effectivement, l'idée, ce serait que les stéréotypes, on ne les voit pas, etc., etc., parce que c'est quelque chose de tellement banal qu'on ne les voit pas. Alors, nous, on porte l'attention sur les stéréotypes, mais j'oserais dire, on porte l'attention dans des cadres, dans des domaines très spécifiques. Par exemple, moi, je m'occupe de stéréotypes en art, par exemple, vraiment dans le langage visuel. Alors, là, bien sûr, parce que l'art, c'est un lieu de renouvellement continuel, etc., etc. Donc, c'est clair que là, les stéréotypes est impactant. Hein? C'est le choc, finalement, les stéréotypes. Mais dans les discours, disons, comme ça, dans les discours ordinaires, là où on est dans les discours ordinaires, effectivement, comment repérer des stéréotypes? Est-ce qu'il y a des guillemets particulières? Est-ce qu'il y a des indexicaux, j'oserais dire, qui nous alertent? Voilà, là, c'est un stéréotype. Sur les distinctions que tu n'as pas, mais ce n'est pas un reproche, que tu n'as pas abordé, il y en a deux ou trois qui m'intéressent. Par exemple, la différence entre prototype et stéréotype. Tu as rapidement dit prototype. Bien sûr, dans certaines manières, les prototypes, c'est aussi une sélection des traits, des caractéristiques, etc. Mais qu'est-ce que fait qu'on distingue entre un prototype et un stéréotype? Ou sont-ils la même chose? Je ne sais pas. Est-ce que tu considères aussi que les clichés et les stéréotypes sont des synonymes, oui ou non? Et je m'arrête ici. Juste deux questions comme ça, très légères. Oui, alors non, je n'ai pas abordé la question des prototypes parce que après on a dû aller sur des questions aussi de référence, référenciation, catégorisation. Donc je l'ai évoqué à travers la citation de Putnam parce que on a après, disons, il faudrait entrer dans les éléments singularisants des stéréotypes par rapport aux éléments généralisants des prototypes et par rapport au cadre culturel et linguistique de référence. Donc, alors, si je peux simplifier, mais je simplifie énormément, entre prototype et stéréotype, pour moi, il y a un enjeu de généralisation. C'est-à-dire comme si le prototype, disons, tirait vers la généralisation, alors que le stéréotype tire vers la culturalisation, et donc la singularisation des traits sémantiques, ou la contextualisation, disons. Donc je pense que les deux peuvent être envisagés comme des dynamiques de simplification de la stratégie énonciative, mais qui ne vont pas dans la même direction. Ça, c'est mon hypothèse très synthétique et très sommaire par rapport à la relation entre prototype et stéréotype. Et par rapport aux clichés stéréotypes, je pense que c'est une question de degré. J'ai l'impression que la dynamique de la stéréotypie
en étudiant la stéréotypie du point de vue des stéréotypes linguistiques, hein, parce qu'après, ben, il faudrait justement aller vers les stéréotypes visuels ou disons, des accents hein, dans la dimension phonique. Ben, en tant qu'italienne, je sens bien le stéréotype de l'accent italien et de l'italophone qui parle français. Donc, on a aussi, je veux dire, la dynamique de la stéréotypie, peu importe dans quelle sémiotique s'engage, permet j'ai l'impression qu'elle fonctionne par des degrés de stéréotypisation. Et c'est ça que, disons, et peut-être entre les clichés et les idées reçues, il y a des différences de degrés et de complexité, mais pas de mécanisme, pas de dynamique, pas de différence de dynamique. Et après, j'ai oublié sur les éléments d'indexation de... Non, je ne sais pas. Comment... Oui, sur la visibilité, invisibilité. Je pense que c'est vraiment tout l'enjeu, c'est d'invisibiliser... voilà, que la stéréotypie, c'est un enjeu quand même d'invisibilisation. Si elle est visible, elle ne fonctionne pas. Mais je sais pas. Mais dans certains domaines, si. Je pense qu'il faut surtout travailler par domaine. Oui, par domaine. Comme les symboles, par exemple, les symboles doivent être fortement stéréotypés pour qu'ils fonctionnent. Ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment à réfléchir. Oui, je sais pas du tout. Parfait. Oui, merci Rossana. Merci beaucoup. En écoutant, en lisant ces exemples mis au lieu à l'extrême, on avait envie de jeter un peu d'acide sulfurique dessus. J'ai des contre-exemples, mais j'ai pas eu le temps de... Je me demandais si, en fait, j'ai l'impression que le stéréotype, il est toujours axiologisé ou au moins surmodalisé, dans le sens positif, dans ce cas, très, trop, ou dans le sens négatif. Là, on le sait, le stéréotype est souvent très négatif. Ou si ce n'est pas axiologisé de cette manière-là, valorisé, est-ce qu'il n'y a pas toujours une sorte de surmodalisation? Voilà, question que je me pose à partir de ton exemple, ça m'est venu à la tête. Et puis, il y a une autre idée, une autre question, est-ce qu'il y a une stéréotypie possible qui ne soit pas, parce que là, on a l'impression qu'elle est très figurative, en général, narrative et figurative. Est-ce qu'on pourrait imaginer une stéréotypie, j'en sais rien, qui est abstraite? Comme tu parlais justement de ces espaces topologiques, donc j'imaginais une sorte de stéréotypie, que c'est-je, diagrammatique. Voilà. Donc, purement abstraite. Voilà, des questions. Oui, la question de l'axiologisation, je pense que oui. Là, après, les exemples, c'est concerné aussi des relations, je veux dire, des relations entre personnages un peu archétypes, des archétypes. Et donc là, disons, l'axiologisation est très facile. J'avais un contre-exemple, je ne sais pas si je peux récupérer mon... Parce que j'ai demandé aussi, par exemple, à ChatGPT tu veux les montrer à tout le monde? Non, c'est juste, voilà, juste pour regarder pour moi. Je vous dis juste les premières lignes. J'avais demandé à ChatGPT de me réécrire sans cliché. Donc, j'avais fait la liste des lieux communs et des clichés. Donc, par exemple, de me réécrire sans cliché l'histoire de la famille, le récit de la famille. Donc, il reprend le récit de la famille à 5h12 du matin, la maison vibrait d'un bourdonnement discret, du chauffe-eau, etc. Donc, c'est quelqu'un qui ne trouve pas une chaussette, l'autre qui a travaillé toute la nuit, etc. N'empêche que il y a des éléments des lieux communs qui n'arrivent pas, j'ai pas réussi à sortir, à enlever malgré plusieurs essais des lieux communs fondamentaux, comme par exemple la famille faite de 4 personnes, la famille dont les parents sont tous les deux hétérosexuels, dont les parents hétérosexuels, les enfants de sexe différents avec des caractéristiques différentes, l'un axiologisé Birbon et l'autre non, mais il y a toujours une question disons, de valorisation aussi morale qui reste
malgré les différents essais. Alors, est-ce que les stéréotypes sont toujours, appellent toujours une actionologisation? Il faudrait peut-être regarder dans des domaines très différents. Quand il s'agit de récits, de simulation de récits et de narration, j'ai l'impression que la plupart du temps. Voilà. Alors, merci. Il y a 3 questions. Marion, Jean-François. Thomas Frank, Aluminé et Jean-François Bordron. Et puis, il faut arrêter, faire la pause, parce que 4, c'est déjà beaucoup. Alors, Marion, s'il te plaît, à Oui, toi. bonjour. Merci beaucoup, Rossana, pour cet exposé vraiment très, très intéressant. Donc, en particulier, j'ai été frappée par l'idée de la stratification, qui me paraît excellente. Et j'ai une petite question concernant justement ton dernier slide, c'est-à-dire que il me semble que tu as utilisé le mot motif dans un sens plus englobant. Or, je me demande s'il ne faut pas concevoir, faudrait pas concevoir un continuum avec 2 positions polaires, le stéréotype d'un côté, le motif de l'autre. Parce que justement, si tu prends le motif au sens où l'entend Visetti, le motif devient quelque chose de fondamentalement mouvant, mobile, contexte sensitive, c'est-à-dire qui s'ajuste au nouveau contexte, etc. Donc, il me semble qu'il n'est pas stable, contrairement justement aux stéréotypes. J'ai stéréotype et l'autre, les deux. Le motif qui est mouvant, qui est mobile, alors, okay. qui Entre le s'ajuste stéréotype au et le motif. contexte. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a quand même une différence. Donc, il est difficile d'utiliser le mot motif comme un terme finalement englobant. Moi, je concevrais plutôt une opposition, c'est-à-dire sur un continuum, bien sûr, avec l'idée d'une gradation entre d'un côté le motif qui reste malléable et de l'autre, donc le stéréotype qui est davantage figé. Oui. Merci beaucoup Marion pour ta question. Alors, pourquoi j'ai utilisé la notion de motif vraiment dans l'acception, dans la proposition très précise et technique que font Gian Maria Torre et Yves-Marie Visetti comme direction et parcours à la fois discursif et numérique. C'est-à-dire que on suit une sorte de ligne discursive qui est portée par les valeurs sémantiques présentes dans la région, etc. Et j'ai l'impression que c'est le stéréotype qui joue entre le figement et le changement, parce que les stéréotypes sont aussi dynamiques. Il y a une évolution des stéréotypes par rapport au contexte linguistique, par rapport aux cultures de référence, etc. Et disons que mais je vais réfléchir à ce que tu as dit. Je n'ai pas fait une opposition justement entre motif et stéréotype parce que je pense que le stéréotype même doit pouvoir inclure cette possibilité de l'altération contextuelle, linguistique et culturelle. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir bouger par principe, parce qu'autrement on s'explique pas le changement des stéréotypes d'une époque à l'autre ou d'une culture à l'autre. Donc j'ai l'impression que c'est le stéréotype même qui se balade entre une extrême rigidité, une extrême souplesse, en suivant les lignes directrices que le motif, en tant que fil rouge discursif et numérique, disons, permet de suivre. Voilà. Oui, bien. L'idée du renouvellement, elle est bien présente dans le stéréotype aussi, mais c'est une question de degré, tout simplement. Je pense que cette mobilité, elle est plus grande avec le motif qu'avec le stéréotype. Bon, c'était juste ce que je voulais. Très bien. Merci Marion, c'est très intéressant. Thomas, Frank, à toi. Oui, merci Maria-Julia. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais peut-être une question concernant un élément qui n'a pas été évoqué, c'est pas non plus une critique comme Maria-Julia, c'est la dimension plus également stéréotypée du prompt et de la conversation qui est mise en scène.
parce que vous avez beaucoup évoqué comment l'intelligence produisait du stéréotype ou reproduisait du stéréotype. Et je me demande dans quelle mesure la production du prompt et la conversation est en elle-même traversée de stéréotypes et de motifs. Et in fine, c'est un type conversationnel qui va reproduire des types assez dominants et assez convenus, hein, la définition, l'explication, la traduction, le conseil, le fait de raconter une histoire. Tout ça, ce sont des gestes. Et d'ailleurs, je me demande si moi-même, si on me posait la question sur la définition d'une mère ou si on posait cette question à un enseignant, si ces personnes bien incarnées ne reproduiraient pas elles aussi des stéréotypes comme la machine le fait. Et donc, par exemple, sur le fait de demander de raconter une histoire, qu'est-ce qu'elle fait la machine? Elle utilise le parfait et le passé simple. Donc, elle va rentrer dans une logique stéréotypique par rapport à une demande type. Et puis, découle de ça, je regarde un peu mes notes pour poursuivre vraiment le fil de mes idées. Et donc, in fine, n'a-t-on pas accès à un type conversationnel assez commun et assez convenu avec une intelligence artificielle qui est en réalité un parfait interdiscours doxique, comme dans une logique conversationnelle, on va recourir à des représentations communes et collectives qui sont partagées. Et je suis désolé, je suis dans un couloir et donc il y a peut-être un peu de bruit. Je m'excuse. J'ai été relégué dans un couloir. Et donc, la réflexion finale, c'est plutôt celle de est-ce qu'on ne parvient pas à finalement resituer l'espèce de mise en scène de conversation avec l'intelligence artificielle comme étant une conversation assez classique, hein, un peu comme Bachimon aussi l'évoque, hein, c'est la manière dont l'intelligence artificielle est resituée par rapport à une intelligence humaine habituelle. Et voilà, c'est l'interrogation que j'ai par rapport à l'acte discursif qui est mis en scène dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui, in fine, est un acte discursif conversationnel assez classique. Voilà un peu les idées concernant peut-être plutôt la manière dont le prompt est une forme de stéréotype. Merci beaucoup pour l'intervention. Je me suis posé cette question au tout début des expériences. Quelle forme, quelle invite ou prompt j'allais soumettre à la machine. Et donc, je me suis posé la question sur dois-je utiliser des formes précises, par exemple, dois-je rester dans le général, à quel degré de précision je dois disons, soumettre à la machine pour qu'elle me sorte un récit. Et j'ai fait le pari, disons, de rester dans un degré général pour qu'on puisse voir les directions que tout simplement la machine va prendre dans cette histoire de construire des parcours qui sont des parcours de sélection. De valeurs vectorielles, mais qui pour nous se traduisent en parcours interprétatif de valeurs sémantiques. Donc, disons, le fait de rester sur des consignes assez générales qui tournaient autour juste des mots-clés que j'utilisais, moment, mère, nullipare, non-mère, etc., était une manière de laisser le plus d'ouverture possible. Après, j'ai fait des expériences après, c'est-à-dire il y a des choses que je ne vous ai pas montrées parce que j'ai fait une sélection, un parcours, c'était déjà trop long et voilà, je suis bavarde. Mais j'ai fait des expériences en disant, j'ai demandé par exemple à ChatGPT de me sortir plusieurs versions de récits sans lieu commun. Et il y avait, comme je vous ai dit, il y avait des résistances sur certains lieux communs. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que même si je sortais du prompt stéréotypé, parce qu'il y a une stéréotypisation de la forme narrative qui est sous-entendue, vous avez hyper bien, vraiment raison, je n'arrivais pas quand même à le faire passer par disons, convocations de valeurs qui n'étaient pas présentes déjà dans des idées reçues, des clichés, des stéréotypes, etc. Et deuxième chose, j'ai fait une autre direction d'expérience que je ne vous ai pas montrée non plus, celle de passer par des expressions figées. J'ai demandé à ChatGPT, produis-moi un récit avec l'expression mamma mia. Alors, pour les italophones, mamma mia savent de quoi je parle. Et donc, parce que justement, je reprends mamma, mais dans une expression figée qui a une valeur pragmatique hyper importante. Donc, on est en dehors de la valeur sémantique et donc du contexte fermé des sélections. On va devoir ouvrir vers un contexte
culturelles, et donc on va devoir convoquer des valeurs pragmatiques qui ne sont pas forcément les premières. Alors, je vous résume seulement le récit. C'est le récit d'une fille qui est dans un grenier, donc une femme qui est dans une grenier et qui ouvre une boîte d'où sort un pigeon et elle sursaute et dit Mamma mia. Bon, très bien, c'est bien utilisé, la valeur pragmatique est là parce que c'est la surprise, etc. Le problème, c'est que ChatGPT, dans la suite du récit, il va reprendre l'expression Mamma mia en disant Mamma mia comme je ne sais pas quoi, mais il réutilise l'expression figée juste pour la réutiliser, mais avec une valeur sémantique et pragmatique qui ne correspond plus disons, à la valeur habituelle de Mamma Mia. Et en plus, puisque c'est l'histoire de ce pigeon qui lui porte un petit bout de papier en la remerciant d'y avoir fait je ne sais pas quoi, cette histoire, ça se termine avec la protagoniste qui remet une plume sur la tête du pigeon, plume qui n'existait pas. Donc, on est dans une incohérence totale à la fois de l'intrigue, mais aussi de la valeur évoquée par les expressions. Donc, on voit bien que le prompt non stéréotypé qui va chercher quelque chose de précis, finalement ne fonctionne pas. Parce que le récit, je l'ai ici, mais je ne vais pas vous le lire parce que ça prend trop de temps. Le récit devient incohérent et les valeurs deviennent floues. Et donc, ça repropose de manière à la négative, repropose un peu le flou du déplacement sémantique. L'idée de sémantisation, c'est parfois de faire passer, par exemple, un terme par un flou sémantique, et après, il y a une autre valeur qui se fige, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, on voit bien que c'est déstabilisant. Et donc, ça nous montre en négatif le fonctionnement. Il faut faire vite parce qu'il y a encore Aluminé, Jean-François, et j'ai vu aussi qu'il y a une dernière question d'Abner. Aluminé. Oui, ma question était liée, merci beaucoup, cette conférence très intéressante, était liée à la précédente. En fait, je me demandais l'interaction humaine machine. Et donc, je me demande si c'est possible de penser à une interaction alors que la machine se résiste au temps, surtout si on prend la notion de Gertz, non, de la distribution de la connaissance, alors que la machine reste dans son modèle. Donc, quel espace on a pour vraiment interagir avec la machine et comment faire évoluer les stéréotypes qui ont évolué toujours si la machine se résiste au temps et si, surtout, on l'utilise de plus en plus pour la production de textes, avec cette tendance qu'il y a à invisibiliser la dimension politique de l'élection de mots. Parce que dans le récit, on sait bien en français, si on dit maman ou on dit mère, on marque aussi une distinction des classes. Et tout ça est vraiment caché dans le discours. Donc, quel lieu ou qu'est-ce que tu penses de la possibilité de définir une interaction telle entre la machine et le... Parce qu'on l'utilise tout le temps, interaction, mais on voit dans les expériences qu'on a peu de marge pour la rupture, pour l'évolution. Alors, merci Aluminé c'est une question. Alors, j'ai deux réponses, je serai brève. Deux réponses. Une est pratique. J'ai essayé, donc, dans les expériences, j'ai essayé de pousser la machine, donc d'arriver à une interaction complexe avec ChatGPT pour sortir du récit stéréotypé de cette famille, vraiment cliché. Ça me prend plus de temps d'essayer de rentrer dans une interaction non stéréotypée avec la machine que d'écrire un roman à côté. Donc, c'est vraiment hyper... En fait, l'effort est énorme. Du point de vue pratique, je crois que c'est un peu un échec, pour moi, ça a été un échec de vouloir forcer la sélection de valeurs non fortement distribuées. Je le dis techniquement comme ça. De l'autre côté, il y a une question politique, et je suis d'accord avec toi parce que les valeurs sémantiques sont aussi des valeurs, sont vecteurs d'idéologie et donc de valeurs. Et j'avais une conclusion hyper déprimante que j'ai volontairement censurée. Donc, vous n'avez pas vu la dernière diapo de mon diaporama, mais peut-être vous l'aurez, je vous la distribue, parce que je suis arrivée à la conclusion que si
conclusion toute personnelle, hein. Si tel est le fonctionnement et si on est voué à l'échec et on doit rester dans un contexte fermé, on est un peu destiné à ce que j'appelle à une doxocratie, c'est-à-dire à l'imposition d'une logique de la doxa. Et j'aimais bien ce que Barthes disait. Barthes disait, ben, quand on est face à un stéréotype, c'est qu'on veut faire bouger les choses. Donc, on est dans un paradoxe. On fait bouger le stéréotype, mais après, il devient un stéréotype. Et donc, finalement, on ne va pas se sortir du stéréotype. C'était un peu dans ce sens-là que si on doit prendre la dimension politique de ce fonctionnement, eh ben, peut-être c'est un peu déprimant parce que, voilà. Je vois sûrement dans l'art contemporain qu'elle les souligne, justement, ce que disait Maria Giulia. L'utilisation qui font les artistes de l'intelligence artificielle, c'est justement pour mettre des guillemets là où la machine ne les met pas. Oui, exactement. Donc il faut aller, après, bon, il faut partir dans les expériences poétiques. Voilà. Oui, parce que par exemple, si on se rappelle de l'intervention de Pierluigi, non pas de l'année dernière, peut-être, mais la première d'il y a 2 ans, celle qui a été publiée dans Semiotica. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait vraiment tenté de faire bouger les lignes, disons-le comme ça, à travers des questions sur le discours de l'absurde, de l'absurde, etc. Donc là, effectivement, il avait bien montré qu'il n'y avait pas du tout de répétition des stéréotypes. Non. Ben, parce qu'il était rentré, effectivement, dans un monde, comme tu l'as dit, un peu poétique, oui, au sens large des quarts, disons, des quarts. Il a fait un corpus. Il a fait un corpus énorme. Bien sûr, aussi dans les publications, il a dû restreindre. Oui. Alors, Jean-François, je vous demande d'être vraiment rapide parce que sinon, on n'aura pas la possibilité de donner la place à l'autre personne et de faire et de clôturer à 5 heures parce qu'aujourd'hui, il faut clôturer à 5 heures. Merci. Merci pour ton exposé, c'est très instructif. Alors, ce qui me semble, c'est ma seule question, c'est qu'il y a, avec les stéréotypes, il y a un problème de rhétorique. Il y a un problème de rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine façon, le reconnaître comme un stéréotype. Il faut que ça soit une unité, par exemple, un mot, une phrase, etc., qui se détache dans un contexte qui n'est pas nécessairement stéréotypé. Si le contexte est stéréotypé, comme dans les exemples que tu as donnés avec GPT, on est dans tout à fait autre chose, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qu'on peut parfaitement lire comme une parodie, par exemple. Hein, ce que raconte ChatGPT, si on ne sait pas que c'est ChatGPT qui le dit, on peut dire que c'est une parodie, tout simplement. C'est plus tout à fait la même idée que la stéréotypée. Donc, il faut une certaine unité qui détache sur un fond qui lui, est divers et est une fait d'une diversité qui n'est pas... donc, c'est cet effet de détachement qui me semble est important pour éviter effectivement que le stéréotype soit parodique, parce qu'à ce moment-là, on est dans un tout autre jeu. Oui, c'est... Merci Jean-François. Pardon, j'étais en train de réfléchir. Oui, merci beaucoup. Parce qu'en fait, ça me met en question cette idée du figement. Jusqu'à quel moment le figement est là, il est visible. Et ça revient un peu à la question que tu disais, visible, invisible du stéréotype, où le figement est visible et quand il se dissout. Et donc, il faudrait peut-être regarder... analyser le stéréotype par rapport de manière un peu gestaltiste, non? La forme, le fond, quand est-ce qu'il y a une forme bien figée et quand est-ce qu'il est une porosité. Et, oui, mais j'ai pas. Merci. Si tu as terminé, n'allonge pas les choses. On a une dernière question de Avner Perez. Ciao Avner. Ça peut être perçu comme une parodie. Tu es encore là? Non? Alors, bon, voilà, c'est le temps de la pause. Amusons-nous et dans une quinzaine de minutes, on va continuer avec Igor Pelgret. Merci. Merci.